Je suis vraiment content que tout le monde soit ici avec nous, particulièrement durant ce moment de pandémie, avec cette disruption sociale. On se demande comment est-ce que nos sociétés sont en train de travailler ensemble pour le futur. Et donc, même hier soir, on voit cette réalité de racisme systémique qui a vraiment eu un impact sur notre vie, nos familles, et on a des difficultés à dépasser tout ça. Et on sait que dans tous vos pays, vous avez des situations spécifiques aussi qui rendent ça une conversation qui impose un défi. On sait déjà que beaucoup de femmes n'ont pas assez d'accès au pouvoir et n'ont pas la capacité d'avoir leurs droits respectés et l'autonomie de leur propre corps. Et donc, FP 2020, on est connu parce qu'on ramène des données en tant qu'outil très important et nous aide à avoir à comprendre nos progrès, où sont nos manques et quel est le genre de travail dont on a besoin de faire. C'est encore plus difficile de mesurer où on est parce que la vie continue à changer rapidement et dû à la pandémie, on a moins de capacité de se parler l'un l'autre et de comprendre ce qui se passe, particulièrement les communautés qui ont des difficultés à, à être atteints. Donc notre conversation aujourd'hui, je crois qu'elle est plus critique. Les panélistes qu'on a aujourd'hui sont des collègues qui travaillent pour avancer et émanciper les droits de la femme pendant beaucoup d'années. On a vu le progrès qu'on a vu l'année dernière par le FP 2020. On n'avait pas vraiment eu l'occasion de sortir cela avant la pandémie. Donc maintenant, on a besoin de voir les résultats et voir les suggestions pour pouvoir avancer dans le futur. Aussi, on veut voir ses recommandations et comprendre ce qu'elle veut dire pour cet partenariat dans le futur. On a quelques informations à partager avec vous ce matin et on aura l'opportunité d'entendre de beaucoup de personnes dont vous connaissez très bien parce que ce sont des champions des droits et ils ont fait ce travail dans toutes les carrières. Donc, je suis vraiment content que FP 2020 présente cette conversation parce qu'on sait comment, on sait que nos droits sont vraiment fragiles. Donc, on veut savoir comment vous pouvez continuer à avoir un partenariat avec les personnes de votre communauté et pour pouvoir avancer ce travail avec vous. Avec tout ça, je vais donner la parole à ma collègue Sandra Jordan, qui est la co-auteure de ce rapport, pour partager avec vous quelques résultats qui sera la fondation de notre discussion aujourd'hui. Merci encore une fois d'être un partenaire de FP 2020. Sandra, merci. Bonjour. Bonjour, après-midi. C'est un vrai plaisir de voir tout le monde ici et avoir cette opportunité magnifique pour parler de ce travail, de ce problème qui est tellement important. Donc, je voudrais décrire dans quelques minutes le progrès de ce projet, mais pour comprendre un peu que c'est une version condensée et et après, vous pouvez parfaitement descendre le rapport complet qui a une histoire plus extensive. Donc, je vais parler de quelques recommandations avec mon collègue. Donc, pour commencer, avant le 2012, on peut vraiment commencer par la conférence sur les droits de l'homme du 1961 qui parlait des droits basiques des personnes. Et 1994, on avait parlé des femmes et de leurs droits qui avaient initialement les programmes basés sur la famille parlaient de ces idéaux. Ils étaient surtout concentrés sur les méthodes contraceptives pour aider les femmes et les filles pour arriver à leur intention reproductive
qui était basé plutôt sur le côté, clinique. Donc on parlait de beaucoup de programmes, mais en même temps, on avait des problèmes de VIH et les pandémies, toutes ces aides avaient vraiment, diminué et alors le sommet de 2012 était très important parce qu'ils avaient affirmé que la planification familiale était vraiment importante pour le développement et donc beaucoup d'entre eux voulaient changer cette idée. Donc je crois que, en revitalisant ce programme, je crois que c'est essentiel et donc beaucoup de personnes étaient sceptiques que, FP 2020 avec un but ambitieux pourrait en fait, faire une transformation et un changement, mais le partenariat global avait fait ça. Alors on a tous, travaillé ensemble de la part de beaucoup d'autres pays et donc la communauté avec un dialogue collectif et des actants et des actions on voulait changer la direction des programmes et donc on a construit une fondation que d'autres peuvent appliquer, adapter et utiliser. Et donc cette méthode avait commencé pour le process de FP 2020. Alors durant ces stades, la fondation USAID et UNFPA avaient fait des consultations qui permettaient aux personnes de venir tous ensemble pour parler des opportunités, des capacités et ça, c'était la structure de ce partenariat. Hem, Aussi, la clé de ce succès, était la prolifération du travail publié des droits qui incluait, toutes ces informations et donc on est vraiment contente de l'avoir avec nous aujourd'hui, en fait, un représentant des droits dans ce groupe du FP 2020 pour assurer, ce problème. Donc c'était la première des représentants RBFP, un un groupe de travail pour les droits avait commencé en 2013 pour assurer que toutes les activités, allaient bien se dérouler en 2020. Ils avaient aussi travaillé avec d'autres groupes dans toutes les dynamiques du marché pour assurer les droits, de montrer tout leur effort. Mais plus important, ils avaient développé ces droits basés sur le, principe, en ce qui concerne la dimension de la planification familiale. Oui, j'ai vraiment pas appris à parler, plus lentement. Le secrétariat avait travaillé directement avec le gouvernement pour, arriver au but de leur, pays dans le sommet et donc chaque, pays, avait un représentant qui parlait en en plus de la société, civile qui était vraiment critique pour parler des, buts ambitieux et les politiques pour aider tous les besoins des pays pour qu'ils aient du succès. Donc, après des années, le secrétaire avait présenté une plateforme avec toutes les discussions avec les partenaires et les informants clés pour assurer les meilleures pratiques dans ces programmes et pour dépasser tous les challenges ou défis dans tous les niveaux. D'autres webinaires n'étaient pas concentrés que sur les droits, mais ils incluaient des thèmes genre les gendres, l'environnement, l'intégration de la planification familiale pour le VIH, etc.
AFP 2020 avait aidé aussi les consultations des droits internationaux. Ils ont invité des programmeurs d'académia pour partager ce qu'ils avaient appris et des approches pour le futur. On a travaillé pendant des années dans ce champ et donc même eux qui ont travaillé à un niveau clinique. Vous pouvez trouver toutes ces informations sur le site et je vous invite à nous envoyer tout genre de questions que vous avez aujourd'hui. La principale chose que je veux dire sur ce partenariat, c'est que ça a vraiment été un partenariat. Les leçons que nous avons tirées des uns des autres et de nombreuses personnes qui ont donné leur temps, leur expertise, leur attention, qui ont été des champions de ce mouvement, de cet effort. Et pendant cette aventure, ça a été très précieux pour la planification familiale. Mais ça doit être adapté par tout programme qui cherche à mettre les gens au centre. Pour conclure, je voulais simplement dire que les progrès sur les programmations des droits sont un résultat direct de la collaboration. Les succès des produits, c'est de nombreuses voix, de nombreuses aptitudes, et même s'il y a eu des désaccords, comme vous l'avez entendu dire, vous entendrez d'autres le dire, comment ça a été fait et comment ça a ouvert la voie. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra, de nous donner cette vue d'ensemble rapide du rapport et du contexte qui l'entoure. J'ai le grand plaisir de présenter Karadi de What Works Association et je me demande si au cours des 5 prochaines minutes, vous pouvez nous parler un peu des recommandations principales du rapport avant d'aller dans la discussion sur le panel. Donc, je vous donne la parole. Oui, Karen, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, Beth et l'équipe de FP 2020 de soutien à Sandra et à moi. Donc, et de la façon dont ils ont parlé au cours des quelques dernières années, ça a vraiment été une mission très enrichissante. Donc, Sandra a parlé de certaines des choses que le partenariat a fait. Et en outre, nous avons vu 23 partenaires, des gens qui participent vraiment à AFP 2020. Il y a eu des représentants du gouvernement, Conan, de groupes de référence, on a parlé aux deux coprésidents du groupe stabilisation des droits, on a parlé à des bailleurs de fonds, des organisations de jeunes, la société civile. Je voulais juste entendre les points de vue de gens qui sont sur le terrain. Donc, pour leur demander ce qu'ils pensaient avoir vu, qu'est-ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré, et aussi essayer de voir d'aller de l'avant pour aller de 2020 à 2030 et ce que nous devons vraiment faire. Et il y a 17 recommandations qui sont soulignées dans le rapport et pour le gagner du temps, je vais en présenter quelques-unes pour que vous voyez ce que les gens pensaient. Donc, comme nous lisons tous, avant Covid, ça a l'air d'être une époque différente, mais nous pensons vraiment que ces recommandations se tiennent même à l'époque du Covid et même sont peut-être encore plus importantes maintenant pour les raisons dont on passe à parler. La première recommandation, c'est de maintenir les droits au centre du cadre de ce que nous faisons, mais aussi il faut être flexible. Il y a un participant qui a dit la société civile sont tout à fait à l'aise pour parler des droits, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, dans certains gouvernements. Et donc, pouvoir utiliser des mots qui représentent les droits, on parle de qualité, on parle d'accès, on parle d'équité, on parle de bénévolat, sans aller directement en utilisant le mot droit. Également, le besoin de travailler pour avoir des soutiens financiers pour une planification familiale, pour que ce soit dans la programmation. La deuxième chose aussi, c'est au cours des 8 premières années, beaucoup d'attention a été mise sur le niveau mondial de compréhension, sur ce que sont les principes des droits, les outils de développement, les directives de développement. Donc tous les intervenants ont dit maintenant il est vraiment temps
de diriger notre attention au niveau des pays, de socialiser les droits à l'aide des gouvernements, maintenant en descendant aux personnes individuelles. Une autre recommandation, ça a été de se concentrer, de continuer la focalisation, de renforcer la focalisation sur la redevabilité, en particulier la redevabilité sociale. Et pour que les citoyens puissent tenir leur gouvernement redevable. Et pour ça, il faut une connaissance des droits, il faut une connaissance des droits pour nous tous, pour que quand on va parler des droits, des composants des droits, mais on peut aller vers les publics visés. Bien sûr, les adolescents aussi. Les gens ont dit beaucoup de compliments sur ce qu'AFP 2020 a fait pour promouvoir la participation des adolescents et pour continuer cela. Donc, comme l'a dit un des intervenants, les adolescents, c'est là où il y a beaucoup de controverses sur les droits. On parlait d'intégration. L'intégration, c'est avec VIH, mais également avec intégration des droits avec d'autres droits socio-économiques, les emplois, l'éducation, pour que les droits de l'application familiale ne soient pas dans un vide complet. Et ensuite, veiller à ce qu'il y ait des mécanismes financiers, couverture santé universelle soit dans les droits, pour qu'il n'y ait pas de conséquences imprévues. Donc, il y a également la matrice de travail, de groupe de travail, pour essayer de pousser les droits, mais ils ont dit que ça doit continuer et il faut que ce soit disséminé. Il y avait un plaidoyer pour des outils simples, pour opérationnaliser les droits, mais il y a eu un contre-plaidoyer, si on veut. On ne peut pas réduire les droits à une liste de contrôle. Il faut pouvoir apprécier la complexité de ce que ça représente. Donc, les intervenants nous ont rappelé que la rationalisation des sections spécifiques a pris beaucoup de temps. Et donc, ça sera plutôt un projet sur 10 à 20 ans. Et bien sûr, un investissement est nécessaire à long terme. Et bien sûr, comme je l'ai dit, la pandémie de Covid a renforcé la nécessité d'avoir des planifications familiales basées sur les droits. Voilà, merci. Merci beaucoup de donner cette vue d'ensemble des recommandations. Donc, on va maintenant passer les prochaines 55 minutes à une discussion de panel pour avoir l'opportunité de discuter avec chacun de nos panélistes, mais également répondre des questions du public. Mais avant de faire cela, je voudrais rappeler à nos participants, à tous les gens qui sont sur l'appel, un peu de logistique. Donc, si vous n'avez pas déjà sélectionné votre langue pour ce webinaire, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Vous verrez au bas de votre écran, sur votre ordinateur, il y a une icône de globe terrestre. Vous pouvez sélectionner choisir de recevoir l'interprétation en français. Si vous choisissez de faire cela, vous pouvez également couper l'audio anglais pour que ça n'y aura pas de distraction. Il y a des collègues aussi en ligne, donc merci beaucoup d'avoir posté ces instructions dans le chat. Donc, pour donner plus de détails, des instructions plus détaillées pour suivre l'interprétation, mais je voulais souligner cela au cas où vous n'étiez pas au courant. Et il y a aussi un onglet Q et A, questions et réponses. Donc, vous pouvez taper vos questions là et nous y répondrons le plus rapidement possible. Voilà, merci. Donc, ceci dit, j'ai le grand plaisir maintenant de souhaiter la bienvenue à nos trois panélistes, Yodé Choury d'Advanced Family Planning, Karen, qui vient de vous parler, et Poonam Mutreja de la Population Foundation en Inde. Bienvenue à nos trois panélistes. C'est un plaisir de vous avoir ici ce matin. Donc, pour nos panélistes, si vous voulez allumer vos caméras, faites-le s'il vous plaît. Mais si c'est un problème de connexion, ne vous inquiétez pas. On a vos photos ici. Donc, c'est juste pour avoir une idée de qui vous êtes. Donc, Karen a parlé des recommandations. Je me demande, Alima, si vous pouvez commencer par quelques réflexions sur les aspects de programmation basée sur les droits qu'il faut hiérarchiser dans le contexte de Covid-19 et au cours de la décennie à venir.
Merci beaucoup. Je suis de Tanzanie et je vais ici pendant quelques minutes et après je retourne parce que j'ai peur que ma connexion internet, la connexion ici, c'est pas terrible. Donc merci à tous. Donc merci FP 2020 de m'avoir invité à ce panel pour pouvoir partager certaines réflexions sur planification familiale basée sur les droits, en particulier dans l'ère de Covid-19, de Covid-19 et au-delà. Donc, je voudrais d'abord commencer par dire que FP 2020, Sandra en a parlé, a joué un rôle tout à fait primordial au fil des ans pour l'ordre du jour de la planification familiale. Et j'aimerais, ce serait bien si cette session était sur la Tanzanie, parce que beaucoup de choses qui sont faites par suite de l'énergie de FP 2020, du mouvement de FP 2020. Donc, pour répondre à votre question, pour en venir à votre question, Lily, je pense que pour moi, l'accès, ce serait une question principale sur laquelle nous devons nous concentrer. Comment assurer un accès continu, disponibilité, acceptabilité, etc., des services de planification familiale, tant dans les zones rurales que urbaines. Donc, je pense que pour moi, en fonction des leçons, il y a le besoin de concentrer les interventions sur le côté approvisionnement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème là. Nous savons tous qu'il y a des prestataires de services qui ont des problèmes de capacité pour donner les informations correctes aux clients, pour qu'elles puissent choisir une méthode de leur choix. Oui, ça c'est un déjà. Essayer de minimiser les polarisations, les biais. Donc, il y a il y a des méthodes, quelquefois des méthodes qui ne sont pas disponibles, etc. Donc, ça, cet élément, pour moi, c'est tout à fait crucial. L'autre élément, c'est de s'assurer qu'il y a un flux constant. Donc, en Tanzanie, nous avons ce que nous appelons la chaîne d'approvisionnement, le système de chaîne d'approvisionnement, mais encore une fois, il y a beaucoup de défis là, et je ne devrais pas aller là-dedans. Donc, en ce qui concerne les prestataires de services, je voudrais dire également, en allant de l'avant, je pense que renforcer les services intégrés, ça c'est une chose que nous réalisons. Nous réalisons ça maintenant, mais nous avons réalisé au fil des ans que ça donne aux femmes accès à des services de planification familiale. Et je suis content de dire que depuis l'année dernière, le gouvernement continue à mettre l'accent sur l'intégration de la planification familiale dans VIH/SIDA et l'immunisation, ainsi qu'également essayer d'avoir tout le soutien financier de nos partenaires mondiaux pour s'assurer que ces services sont mis à l'échelle. Il y a aussi un besoin, et ça, bon, on est encore toujours aux prises avec ça, d'avoir une mobilisation des ressources intérieures. Nombre d'entre nous ont essayer de voir comment nos gouvernements peuvent payer pour ces programmes, et ça s'avère être un peu un défi, et je pense qu'il doit y avoir un moyen pour que les gouvernements puissent payer pour tout ça, pour que s'assurer que les services soient soutenus. Sinon, si on parle de planification familiale basée sur les droits, à la fin du projet, on va rater des choses, on va rater certains des composants qui ont déjà montré, enfin, ils sont déjà avérés être de grands jalons pour s'occuper des droits des femmes et des filles. Donc, s'il n'y a personne pour récupérer ce travail, je pense également que nous devons avoir plus de connaissances sur la planification familiale. On a toujours besoin de ça au niveau communautaire. Le bien-être social et communautaire, c'est important. Donc, nous devons voir comment nos communautés peuvent au mieux donner les informations, la communication sur la planification familiale et pourquoi c'est important. Et pour le moment, nous avons des programmes pilotés par les partenaires en termes des programmes de communication, mais
Mais malheureusement, il y a plus de financement. Il y a beaucoup d'autorités gouvernementales qui n'ont pas encore, acquitté leurs dettes là. C'est à cause des faibles ressources humaines. Mais ça, c'est un composant critique. Les communautés doivent s'approprier ces programmes de planification familiale, doivent comprendre pourquoi elles doivent changer les pratiques de culture sociale, les barrières qui sont des barrières à l'accès. Donc je pense que pour l'instant, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup Halima. Poonam, je crois que vous êtes de retour. Je me demande si vous pouvez partager quelques réflexions de la part de votre propre contexte, parce que Halima a vraiment parlé des services intégrés, la mobilisation, l'engagement de communication, d'information et tout ça. Dans ce contexte actuel, où est-ce que vous voyez vraiment, en tant que droit, un point critique? Vous savez, jamais avant, est-ce qu'on avait besoin de FP 2020 pour la planification familiale basée sur les droits comme maintenant, surtout après un acte possible qui va se passer dans les prochains 10 jours. Ça devient un acte qui va assurer que les organisations en Inde heu, qui ont vraiment réduit des opportunités de travail sur les droits, spécialement, les basés sur les droits, et donc ça, c'est un problème parce que toutes les NGO et leur destinée, surtout les fonds, va être vraiment contrôlé. Donc faire partie d'un réseau international et une plateforme que FP 2020 a présenté, même dans le passé, j'aimerais bien dire il faut qu'on commence par ça, et je voudrais commencer avec le fait que ça a toujours été difficile en Inde pour nous de parler des droits. Heu, on n'a même pas un genre mainstream en Inde en ce moment, et on est vraiment loin, de respecter ces droits, et en fait, on est jaloux des États-Unis, pour ça, parce que et je crois qu'on a droit de parler de ça, sur l'avortement, par exemple. Donc nous, on pense que vous avez ce problème, mais vos autres, problèmes, ils ne sont pas vraiment des problèmes. Vous les avez résolus. Donc avec, l'agenda ou, le réseau des femmes en Inde, j'aimerais bien dire que, en ce qui concerne les droits reproductifs et sexuels comme droit, définitivement l'introduction à notre bureaucratie, et notre gouvernement a signé l'action en 2019, mais vraiment, c'est le travail que FP 2020 a fait avec le gouvernement. Vous n'aviez pas à convertir les NGO, mais définitivement FP 2020 a ramené le langage des droits. Et je ne dis pas qu'on a de la victoire de FP 2020, mais ça a été un progrès énorme. Donc, dans ce cadre, ce qui s'est passé avec les droits et le cadre qui a été développé, et je crois que c'était Sandra qui a parlé de ça. Vous avez mentionné qu'il y a eu des conférences dans 3 autres pays sur les droits, et c'était vraiment un privilège parce qu'on avait fait la réunion en Inde, et donc le gouvernement avait participé dans ça, et vu que FP 2020 est flexible et sensible culturellement, et le succès qu'ils ont vu, et grâce au fait qu'en Inde, on a eu notre propre cadre de travail, et on avait utilisé le cadre de FP 2020, et ça a été disséminé par des NGO et des groupes, et le gouvernement avait compris tout cela.
Mais aussi ce qu'on a fait en Inde, et je crois que c'est très important, c'est que on parle beaucoup de droits basés sur le travail et les droits de reproduction, etc. Mais opérationnaliser tout cela, on a fait ça en Inde, on a compris tout cela. Il y a une compréhension en Inde que le choix est un droit de reproduction. Donc, on doit travailler dans un environnement là où vous pouvez utiliser le mot droit et, et, et quelques autres groupes, en fait, ils sont en train de nous demander de ne pas mentionner le mot droit dans les rapports, dans le rapport de travail, même sur le champ. Donc, dans un environnement pareil, qu'est-ce qui nous aiderait? Et que sans utiliser le mot droit, parce qu'on doit survivre, bien sûr, on ne va pas partir en prison. Oui, c'est vraiment mauvais. C'est vrai, la situation est vraiment comme ça. Donc, comme l'unique moyen d'avancer est de opérationnaliser ces droits dans un cadre. Donc, on a besoin de counseling. On a parlé de ça en Inde, une approche basée sur le droit demande counseling, pré et post. Une thérapie pour la planification familiale, pour faire partie de ce programme basé sur la famille, planification familiale et les droits. Donc, il faut avoir une meilleure qualité de soins, de la thérapie et finalement travailler avec les jeunes qu'on a inclus. C'est très important d'inclure les adolescents et l'information de leur sexualité ou reproduction. Vous pouvez utiliser n'importe quel mot que vous voulez, mais il faut opérationnaliser ces droits pour pouvoir arriver à cela. Euh, Même si l'environnement était différent, les régulations des contributions étrangères, il y a 3 jours, mais durant la pandémie, en termes de l'approche ou la méthode basée sur les droits, m- même les services essentiels, euh, ce que ça voulait dire pour nous, on a bénéficié de l'Organisation mondiale de santé et la santé de reproduction. En ce qui concerne les services essentiels, ils nous ont aidés à pousser à ce que le gouvernement donne un ordre nouveau pour ramener euh, tous ces problèmes, tous ces sujets dont on parle euh, et les mettre dans les services essentiels. Est-ce que les services essentiels ont été annulés? Non, parce qu'on a un système de santé tellement fragile. Et donc, en parlant de droits, en plus d'autres aspects qui étaient mentionnés dans les recommandations, mais aussi on doit fortifier la planification familiale dans les systèmes publics. Et Covid est une grande leçon. Et je suis vraiment passionnée sur les services de la planification familiale et les services de reproduction. Mais ça est un autre désastre au niveau de la pandémie qui a été exacerbée par la pandémie qui déjà existait. Par exemple, on parle des jeunes. On sait que c'est un grand problème et ça fait partie de notre agenda de droit. euh, et donc, une jeune fille a le droit de décider quand est-ce qu'elle veut se marier. Donc, ça commence là-bas. On a eu beaucoup de mariages en Inde, mais la pandémie a exaspéré tout ça. Ce qu'on trouve est que les pandémies qui existaient déjà, comme le mariage des jeunes filles, et les petites filles qui ne partaient plus à l'école, n'avaient plus accès, sont exaspérées grâce à la pandémie. On a vraiment besoin d'assurer que tous ces problèmes
font partie du dialogue et de la recherche. Moi, ça me rappelle beaucoup les recherches post-Zika. Il y avait qu'1% qui était basé sur le gendre, qui avait pris en considération le gendre. Donc, je crois que euh, c'est quelque chose de tragique, mais aussi c'est une opportunité pour nous pour s'assurer que dans le futur, après Covid, et vous savez, Covid va continuer pendant au moins 2 ans, sinon plus. Donc c'est un temps qu'on doit vraiment se lever et parler encore une fois dans le contexte de Covid en tant qu'urgence de comment est-ce qu'on peut garder ces services de la planification familiale pour que UNICEF puisse dire et l'Inde va avoir 20 millions euh, plus de bébés qui n'ont pas été planifiés et donc on ne peut vraiment pas tolérer tout cela quand on a 20 000 millions de femmes seulement en Inde qui n'ont pas ces droits. Vous avez 20 000 femmes qui n'ont pas ils n'avaient pas accès aux services de la planification familiale. Donc, on sait que c'est vraiment fragile. C'est un système de santé très fragile. J'ai utilisé beaucoup mon temps. Je sais, vous êtes vraiment poli, Dili, merci beaucoup. Je sais que j'ai trop parlé. Non, en fait, on est en train d'avoir une discussion, c'est pas un problème. Je pense vraiment que vous êtes en train de nous mener dans d'autres aspects de notre discussion. Vous avez parlé de l'opérationnalisation, le gendre, le mainstreaming, et donc tout ça, c'est très politique. Donc, je veux justement vous demander de prendre une pause et demander à Karen de partager sa réflexion. Quelles sont ces leçons qu'on a apprises grâce à ce environnement actuel? Mais merci beaucoup pour les recommandations par rapport au rapport. Qu'est-ce qui est relevant en ce moment qu'on peut prendre et utiliser dans le futur basé sur votre expérience et recherche? Oui, bien sûr. Poonam et Halima, merci beaucoup pour vos commentaires. Je suis en train de voir des notes sur le chat qui disent magnifique, les panélistes, merci, merci. Donc, enfin, je crois que la construction d'alliances, et je crois que toutes les deux panélistes ont parlé de ça, et c'est une pièce de travail à laquelle on doit penser, et je pense à ça en termes de votre expérience, Poonam, en Inde, c'est travailler avec les droits des institutions de droits de l'homme internationales, parce que les droits humanitaires ont des dons légaux ou légaux, et ce sont des contrats que les pays ont firmés, ont signés, pardon, et donc je voudrais bien aussi remercier FP pour leur travail et pour avoir mis des institutions comme celle-là dans d'autres pays, et ce genre de travail ce genre de problème comme en Inde. Donc, ces institutions parle avec les mécanismes des droits de l'homme régional pour qu'ils puissent avoir cette attention légale dont ils ont besoin. Donc, parce que je pense que ce que UNFP a trouvé dans toutes ces années est que ces institutions des droits de l'homme ont toujours été conscients des problèmes. Donc, fortifier leurs capacités et leur information est très important. Les autres choses que je pense, on connaît tous, on sait que les pays, tout pays ont implémenté des plans de financement depuis les premières versions qu'ils avaient. Une chose qui est vraiment importante pour moi est combien est-ce que le langage des droits, est-ce qu'il est fort? Les CIPs originales, le terme droit n'existait même pas jusqu'à 2015. Et quelques pays maintenant sont sur leur deuxième niveau de CIPs. Et donc, ce langage, il faut ajouter les principes des droits, des gouvernements, les cadrages. Et donc, il faut rajouter tout cela. Mais aussi, je voudrais réitérer quelque chose que Poonam avait dit, et que la participation
des partenaires avec les gouvernements pour développer ces CIP a été vraiment importante. Donc, quand UNFP ramène ce langage des droits sur la table, la société civile aussi, d'autres donateurs aussi. Mais avec tout ça, ça renforce au gouvernement le besoin de développer des plans basés sur les droits. Et on connaît toujours des plans. S'ils ne sont pas implémentés, bah, ils sont là, ils ne servent à rien. Mais ne pas avoir ce langage dans le plan, ça veut dire que les droits ne seront jamais implémentés. Donc, je voulais juste dire cela. Je voulais dire aussi que c'était un succès quand même pour le FP 2020. Je vais m'arrêter là-bas. Merci beaucoup, Karen. Je me demandais si on pouvait parler, si on pouvait voir Halima pour avoir quelques réflexions sur comment construire, sur les progrès et la pertinence de ces recommandations principales sur le moment. Vous avez des idées? Comment est-ce, comment est-ce que c'est toujours important maintenant? Comment est-ce que nous pouvons voir ces recommandations dans le contexte actuel? Oui, merci beaucoup, Dili. Je pense que même avant de faire des commentaires là-dessus, je rends un très fort sentiment que même si le rapport était pré-Covid, mais il donne des recommandations, d'excellentes recommandations qui doivent être prises en compte maintenant et dans les nombreuses années à venir, dans la période post-Covid. Donc, je voulais rapidement faire le lien avec ce que mes collègues ont toutes dit, ces deux. C'est pour nous en Tanzanie, après, bon, quand le Covid nous a vraiment frappés, mais nous avons été un peu plus lâches que dans les autres pays dans le monde. Donc, on a eu une deuxième vague. Donc, il y a encore plus de leçons à apprendre là. Nous avons vraiment eu le sentiment, donc rapidement, juste pour revenir en arrière un tout petit peu, les femmes, par crainte, les femmes et les filles ont cessé d'aller dans les installations pour accéder aux méthodes de planification familiale. Donc, en fait, il y a eu donc une stagnation. Maintenant, ça commence, mais j'ai moi le sentiment que, j'ai le sentiment que pour nous, en tant que pays, et c'est bien, ça cadre bien avec les recommandations, nous devons vraiment prendre en considération ce que sont les fonctions, les voies de sortie en termes d'urgence pour les pandémiques. Donc, par exemple, on fait la promotion de la vente de contraceptifs, mais on ne peut pas les administrer. Comment est-ce qu'on peut élargir les points de sortie, les pharmacies, les services mobiles? Si on pouvait créer de forts programmes là-dessus, les femmes pourraient toujours avoir les services. C'est donc des programmes qui sont déployés maintenant. Et donc, je pense que ce sont là certaines des leçons que nous devons tirer et mettre en œuvre, parce que ça renforcera l'approche basée sur les droits sur les contraceptifs, pour mettre à la disposition les contraceptifs et la planification familiale. L'autre question, et je pense que c'est tout à fait pertinent, et je fais du plaidoyer pour ça, parce que notre gouvernement n'a pas joué un rôle important. Ils se sont concentrés d'instruire le pays. Mais le secteur privé, c'est la voie de sortie la plus importante. C'est là où vont les femmes, en majorité. Donc, imaginez, imagine, qu'on ait accès. Bon, il y a des femmes qui n'ont pas eu accès à certaines des communautés. Et là, on n'aurait pas raté cette opportunité si parce que à cause dans les installations médicales. Donc, c'est une recommandation, toutes les recommandations que nous donnons sont vraiment tout à fait bien ciblées. Et je voudrais également souligner que les pays, selon le contexte dans ce pays, ces recommandations pourraient être appliquées, pas en gros, mais en fait, regardez un peu quelles recommandations auraient plus de traction et commencer par là. Parce que je pense que la planification familiale, ça touche au droit,
Et ça, ça se fait dans tous les pays. Et donc, il doit y avoir un moyen plus systématique, plus sensible d'incorporer ces recommandations dans notre programme. Et je suis content de pouvoir dire qu'un certain nombre d'entre eux, après 2014 en Tanzanie, beaucoup de ces recommandations sont mises en œuvre. Mais je voulais simplement souligner donc il y a des connaissances sur les questions, et si on pouvait améliorer les connaissances sur les droits, je pense que ce sont des recommandations importantes parce que c'est les connaissances non seulement de ceux qui reçoivent les services, mais également connaissances parmi les médecins, sur les dirigeants politiques qui, quelquefois, font des déclarations qui ramènent nos programmes de planification familiale en arrière d'un an ou deux. Donc, c'est important de partager ces connaissances. Et enfin, dépolitiser le discours sur les droits, ça, je trouve très important. Et ça s'applique dans pratiquement tous les pays. Encore une fois, quand on cite une approche basée sur les droits dans le contexte d'un pays, pour moi, ça doit également inclure, dans le contexte d'un pays, au sein de cette ère politique. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Quels sont les composants de l'approche basée sur les droits qui peuvent être, qu'on peut faire progresser dans cette ère politique? Et quels sont ceux qui doivent peut-être être retardés? Donc, en fait, il s'agit donc de hiérarchiser. Qu'est-ce qu'on démarre en premier? Donc, il faut écouter ce qui se passe dans nos propres pays. Et en fonction de l'approche basée sur les droits, je pense que on peut avoir maintenant une responsabilité plus grande en termes pour tenir le gouvernement, les dirigeants redevables sur certains des problèmes qui ont été proposés. Mais je suis ravi de dire que tout, tout le discours de l'approche basée sur les droits va bien dans le cadre national. Maintenant, notre politique de santé est en cours de révision. Il y a un projet qui est déjà soumis au vote. Et ça nous donne espoir que le gouvernement écoute et, et c'est les questions sur les soins respectueux, les choses comme ça. Et donc, si ça permet une mise en œuvre, ça sera un gros défi, encore une fois. Encore une fois, Delhi, pour le dernier point, je pense que dans la recommandation, je veux souligner les adolescentes, les filles. Ça s'est toujours produit au fil des ans. Mais maintenant, il est temps pour les gouvernements et les partenaires de, que ces interventions soient en fait les meilleures leçons. Donc, nous devons trouver des moyens qui sont disponibles à notre disposition à tous, de suivre les indications, les indicateurs, et de voir quels sont les indicateurs qui répondent à quel type de données. Donc, nous soyons tous sur la même page, au lieu d'avoir différents partenaires, différents indicateurs de projets, suivre des projets dans certaines géographies. Et en fin de compte, on n'a pas vraiment un récit complet de, de ce qu'un pays réalise en termes d'approche basée sur les droits. Donc, je suis ravi que les recommandations soient parfaitement ciblées et que les pays les, voient quelles sont les exigences pour faire progresser les questions. Donc, merci. Vous avez soulevé tellement de points importants ici. Et le moindre n'est pas que le besoin d'information, non seulement pour les communautés, mais également pour les politiciens. Je pense que c'est très important. Également, le point que vous soulevez sur la dépolitisation des droits. Il faut également garder en tête les contextes actuels dans lesquels fonctionne chaque acteur. Donc, maintenant, peut-être Poonam, si vous pouvez nous donner un peu de réflexion sur ce qui est la voie pour aller de l'avant. Je vois que vous avez beaucoup de commentaires déjà dans le chat, donc on va ouvrir la discussion au public après cette dernière question. Donc, allez-y, donc donnez-nous un peu la voie vers l'avant. Oui, donc toutes les recommandations sont un moyen d'aller de l'avant. Je vois qu'il y a 17 recommandations, mais je vais parler de quelques-unes. Donc, Alima également, en a également parlé, c'est la promotion
de la connaissance des droits. Donc, l'une chose qu'on a ratée pendant la pandémie, c'est avoir plus de communication sur les changements de comportement sur la planification familiale, non seulement les droits, mais les informations sur la planification familiale. Il n'y a rien de plus important que cela. Et les communautés, il y a eu les gens avaient tellement de temps, pour utiliser les télévisions, des téléphones, des chats en ligne, des informations. J'aimerais qu'on ait pouvoir avoir plus de communication sur les changements de comportement, plus que des choses comme les femmes peuvent réaliser tout ce qu'elles veulent. Enfin, donc on a eu un confinement en Inde, ça a eu un effet important. Donc nous essayons de voir, nous avons appelé beaucoup de gens en Inde pour partager des communications sur les changements de comportement. Ça nous a permis de réaliser qu'un programme de planification familiale couronné de succès en Afrique, sur l'ensemble de l'Afrique, en Brésil et même en Inde, ça existe, mais il faut beaucoup plus que ça. Donc je voulais simplement dire que des communications sur les changements de comportement, ça ne devrait pas seulement pour des urgences, pour des pandémies, ça devrait être même en temps de paix. Je voudrais dire que avoir l'alphabétisme sur si on veut, sur les droits de, c'est, ça fait que le programme 2020, une idée que j'avais, c'était d'essayer de voir ce qui se passe dans le monde et prendre ce qui existe et de l'adapter à différents pays. Et si on peut créer plus de matériel, c'est très important. Des connaissances critiques, des informations critiques pour les jeunes, tant pour les jeunes que d'autres. Maintenant qu'il y a différentes technologies qui ont été utilisées par ceux qui n'avaient jamais utilisé de technologie numérique, les, les gamins maintenant, ils étudient à l'école. Il y a beaucoup d'inégalités. Il y a une division numérique. Mais c'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de ceux qui n'ont pas. Il faut regarder les millions de gens qui, au cours de cette pandémie tragique, ont commencé à aller en ligne. Donc, on peut utiliser ça pour les connaissances numériques en ligne. Et je suis ravi de dire que PFI est un nœud de connaissances. Mais c'est donc, il y a un de nos généreux bailleurs de fonds qui a contribué à ça. Et on a également commencé un programme. Encore une fois, je l'ai recommandé comme une bonne possibilité pour de nombreux pays, c'est de concevoir, parce que maintenant, ils n'utilisent que la technologie numérique. Donc, ils ont développé ce qu'ils appellent EducaTlink. C'est un programme de formation de 2 semaines pour les enseignants sur la santé, sur la reproduction, la santé reproductrice et aussi la redevabilité sociale. Donc, FP 2020 a fait un excellent travail en redevabilité sociale dans nombre de pays, mais j'aimerais dire que la redevabilité sociale, quand on collecte des données et qu'on a des ONG internationales qui sont excellentes et qui ont apporté des données qui n'existaient jamais auparavant en planification familiale, je voudrais dire que les communautés, l'engagement des communautés dans les données, ça donne la voix aux gens pour que les propres voix des femmes. J'en ai marre de parler. Les gens doivent en avoir marre de m'écouter. On va faire entendre les voix des femmes, vraiment, vraiment. Donc, pour faire ce qu'on dit, nous avons commandité l'une les chanteurs de rock les plus sensibles, les journalistes les plus sensibles. Donc, et les femmes dans le pays, elles collectent 15 histoires. Donc, collectons 50 histoires, parce que ça a fait 50 ans maintenant. Ça dit histoires de femmes. Et donc, nous faisons entendre les voix des femmes. Et vous n'avez plus à être ennuyé à m'entendre. On fera entendre les voix des femmes. Et encore quelque chose que je voudrais souligner, mais je ne veux pas donner d'exemple, c'est
lier les droits de reproduction à d'autres droits. Donc, je pense que c'est très important. On ne peut pas travailler de façon isolée. C'est une bonne opportunité pour eux et continuer à travailler sur les droits, la matrice de directives. Je pense que la planification familiale n'est plus sur le radar dans de nombreux pays pendant Covid. Ça nous montre que les priorités qui sont données à la planification familiale, c'est pas ce que nous pensions. Je suis désolé de conclure sur une note négative, mais je voudrais également lier les droits et le budget. Jamais auparavant on a dû le faire, parce que tous les gouvernements, on va dire, y compris les gouvernements riches, ils vont dire: «Ah, on a dépensé tout notre argent sur la pandémie pour essayer de faire remonter nos économies. Donc c'est notre responsabilité non seulement de conserver la pression sur les gouvernements, mais nous devons également maintenir la pression sur les bailleurs de fonds pour qu'ils se conservent de l'argent pour la planification familiale. Sinon, on ne pourra jamais atteindre nos objectifs si on n'a pas la planification familiale. Non seulement en 2020, mais nous avons surmonté beaucoup d'obstacles pour lier FP 2020 aux objectifs de SDG. Et si cet argent fera avoir l'argent, ça fera une grande différence. Et enfin, faire des recherches sur la planification familiale basée sur les droits. Quels sont les résultats que nous devons avoir? Je pense que nous sommes prêts à ce stade pour voir au cours des 10 dernières années, nous pouvons étudier et donner des preuves au monde sur la façon dont la planification familiale basée sur les droits fonctionne, non seulement pour les femmes, mais également pour le pays et pour le monde. Merci. Merci Poonam. Je pense que on aime votre voix, mais on a bien compris. Donc, bien sûr, il faut absolument inviter les voix des femmes. On a 1 minute de plus avant de donner parole à notre public. C'est Karen et Halima. Si vous pouvez donner vos réflexions sur quelques points que Poonam a sortis en ce qui concerne faire la liaison entre ces recommandations excellentes qu'elle a données sur les rapports, mais lier la planification familiale et les droits de reproduction avec d'autres droits et avec les budgets financiers. Et donc, l'importance aussi de la responsabilité sociale. Vous n'avez pas à faire un commentaire sur tout ce que j'ai dit, mais quelque chose qui vous importe. Oui, je crois. Merci beaucoup, Pounam, parce que hmm, vous avez vraiment mis le point euh, et ça me pousse à réfléchir encore plus aux solutions locales, aux problèmes sociaux locaux aussi. On a besoin de solutions qui marchent dans notre propre société. En plus de ce que vous avez dit, Poonam, il faut utiliser toutes les plateformes différentes qui sont disponibles. Ça veut dire qu'on doit ouvrir ce monde de la planification familiale aux d'autres plateformes, aux d'autres organisations. Je voulais juste dire un truc. Je sais que les problèmes des droits et les femmes et tout ça, et les sociétés et ce qu'ils ont accès à la planification familiale, aux services sociaux, médicaux, de santé et tout ça, sont dans des sociétés comme la mienne et malheureusement, les dynamiques des genres et dans d'autres secteurs incluent la santé des femmes. Bien sûr, je crois qu'il y a pas mal de manières à travers le système d'éducation et, 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 et les places de travail. Quel genre d'intervention on en a besoin? Bien sûr, maintenant je suis activiste. Je pense que le mouvement des femmes dans mon pays a beaucoup à voir, a beaucoup à faire. Ce n'est pas vraiment concentré sur la santé des femmes, mais ça, c'est l'association de femmes non professionnelles. Le focus a été sur la position des femmes, les droits légaux. C'est bien, ça c'est très important, mais il y a un silence en ce qui concerne la fertilité et comment est-ce que l'impact de la santé et le bien-être des femmes dans le secteur privé. Et je veux juste souligner ce que notre président a dit
tous ces 5 ans et que les femmes doivent utiliser leur ovaire, leur sein, elles peuvent, allaiter, et avoir, une tonne d'enfants et même le mouvement des femmes inclus myself, on était silencieux et ces déclarations, vraiment, elles parlaient de comment est-ce que, une femme est un outil de reproduction et c'est tout. Elle ne sert à rien d'autre. Donc l'impact de chaque enfant qui est né sur la santé de la femme est quelque chose de normal et général. Et est-ce que le mouvement des femmes peuvent intégrer et donner la priorité à ça pour qu'il soit le centre de n'importe quel progrès de femme dans la vie, que ce soit dans le champ privé ou public. Les droits de reproduction, les droits dans ces niveaux sont toujours désestimés et ignorés et ça pousse les femmes à rester dans l'arrière. Et bien sûr, il y aura plus de résistance de la part de la société. Dans mon pays, les femmes ont beaucoup de défis et je sens que tous ces groupes de self-help ou auto-aide, les femmes, bon, elles reçoivent de l'aide financière et tout ça, mais ça, ça pourrait vraiment être le meilleur moyen d'arriver à ces femmes dans le niveau communautaire. Qu'est-ce qu'on a? 30 secondes, c'est ça? On a des programmes, des médias pour des planifications, familiales avancées pour parler des filles adolescentes, des mariages, de jeunes filles et hem et on a reçu beaucoup d'intérêt de la part de groupes communautaires de femmes qui font cette initiation pré, maritale. Ce sont des groupes qui veulent que les jeunes filles, comprennent, à ce que elles peuvent s'attendre dans le mariage et tout ça. Donc, vous voyez, c'est l'idée est que les filles, le message est que les filles doivent prendre soin de l'homme. C'est l'homme, c'est le mari. Mais tout cela est en train de changer. Ils sont en train de chercher des experts dans la planification familiale pour trouver des solutions. Donc, il faut qu'on explore euh, tous ces champs qui pouvaient aider à ces jeunes filles à avoir une émancipation. Il faut avoir des éducateurs avancés pour aider ces femmes pour qu'elles décident eux-mêmes leur propre fertilité. Merci beaucoup, Halima. J'aime beaucoup l'évolution qui est en train d'arriver en ce qui concerne l'activisme. Merci pour vos commentaires. Karen, rapidement, si vous pouvez nous donner quelques idées. Oui, oui, oui. Je n'ai que 2 points vraiment. Je voulais premièrement vous remercier, Pounam et Halima, hein, parce que j'ai éliminé toutes les informations que vous avez déjà partagées avec nous. Mais je voulais juste dire que ça me je suis vraiment contente de voir tous les avancements qu'on a déjà eus. On a l'index de planification familiale et l'équité. On a une mesure nouvelle sur l'autonomie reproductive et ça, bon, ça pourrait ajouter au MCPR. Donc, on commence vraiment à mesurer nos droits. Et je suis vraiment d'accord avec Poonam qu'il faut montrer aux politiciens que il faut leur montrer que la programmation de cette manière vraiment montre une différence et on a des résultats de santé différents. Je sais que on est tous dans beaucoup de webinaires, beaucoup de Zoom ces jours, mais ça m'a vraiment encouragé les webinaires qui parlent de l'autonomie. Euh, parce qu'on a besoin d'aider les femmes avec le self-care, les soins, les auto-soins, les gens qui vraiment réfléchissent à ces chaînes d'offres et comment est-ce qu'on peut assurer, surtout dans le contexte de Covid, comment est-ce qu'on peut assurer que il y a un accès au mode de contraception. Donc, je veux juste qu'on ait une vision claire pour les développeurs de la prochaine plateforme dans le FP 2020
je sens qu'on est une cible qui bouge beaucoup. Donc, je crois qu'ils ont fait cela très bien et leurs noms sont sur le rapport. Il faut juste maintenir les droits au centre de tout cela. Et je crois que ce webinaire a vraiment renforcé cette idée. Donc, merci encore une fois à Poonam et Halima pour partager ces informations. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions de la part de notre audience. Si vous pouvez les mettre sur le chat et on va essayer de les répondre. La première question est pour Poonam. Cette question est de la part de Rim El-Medji, dont la question est sur le point de savoir vos droits en général, en ce qui concerne aussi les droits de reproduction. Quelles idées est-ce que vous proposez pour des pays qui n'ont ni l'éducation sexuelle, ni service médical gratuit? La planification familiale n'est pas sur l'agenda public de la santé publique. Premièrement, je voudrais dire que l'éducation sexuelle est une bataille difficile et longue, même pour les pays développés. Et ils ne sont pas vraiment là-bas. J'ai demandé à mes collègues américains, l'abstinence est toujours l'option numéro un pour les jeunes. Et donc, c'est marrant même de parler d'abstinence. Avec cela, je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'opportunités pour arriver à ces jeunes, surtout en ce qui concerne l'éducation sexuelle en ligne. Euh, Pardon, vous êtes de quel pays en fait? Rima, je ne sais pas si que vous pouvez le mettre sur le chat. C'est une question de la part de l'audience, je suis désolée. Ah d'accord, d'accord, désolée. OK. Donc, l'éducation sexuelle, absolument est quelque chose aujourd'hui qu'on a l'opportunité de trouver dans les cell phones, dans les ordinateurs, l'internet. Euh, dans mon pays, il y a beaucoup de jeunes encore qui n'ont pas accès à ça. Donc, il faut arriver à ceux qui ont accès et ceux qui ne l'ont pas euh, auront accès à ces autres jeunes qui l'ont. Donc, on va penser à ces gens en tant qu'éducateurs. OK? Donc, il faut avoir un programme qui vise ces jeunes. Les jeunes vraiment partagent toutes ces informations parce qu'ils ont confiance l'un dans l'autre, même si c'est de la mauvaise information. Les parents et tout ça, ils ne les voient pas en tant qu'activistes ou leaders. Donc, ils obtiennent l'information de la part de leurs collègues, de leurs amis. Donc, il faut qu'on mette cette information là-bas. Comme ça, on n'a pas à parler d'abstinence. Il y a des effets indésirables à ça, à l'abstinence. Il faut parler de mode de contraception. Donc moi, je voudrais dire, et aussi il y a ces séries web partout, Netflix, euh, Hulu, les web series de manière globale. En fait, j'étais en train de parler de ça en lundi sur Netflix parce qu'ils sont en train de créer un programme qui a beaucoup de jeunes avec des programmes ou des problèmes de reproduction. Il faut trouver ces opportunités pour non seulement les sensibiliser, mais aussi de partager ces agendas globaux et mettre ces, ces sujets de sexe dans des plateformes qui sont déjà ouvertes. Comme ça, on n'a pas à avoir affaire au gouvernement. Donc, pour moi, la planification familiale est quelque chose pour laquelle il faut faire l'impossible pour qu'il y ait un accès. Je crois que quelqu'un a dit ça, je pense que c'était Halima, je ne suis pas sûre, mais elle a parlé sur les, les shops. Si notre gouvernement n'offre pas ça, je crois que si les femmes et les hommes sont disposés à payer pour ça, il faut que ça soit disponible. Donc, il faut voir les différentes manières de faire cela. Et c'est ce que Covid nous a montré aussi. Il faudrait qu'on
il faut qu'on regarde tout cela pour voir est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres pays et il faut qu'on apprenne de ça, des situations dont le gouvernement réponde, mais il faut qu'il y ait du plaidoyage, il faut que bien sûr, qu'on pousse à ce que ces pays deviennent des pays FP, 2020. Merci beaucoup. On a 2 questions. Je crois que la première, Karen, si vous pouvez répondre à celle-là et puis la deuxième, je vais demander à Halima de la prendre. Donc la première question est: comment est-ce qu'on peut avoir affaire à la vulnérabilité associée à la violence basée sur le sexe, en ce qui concerne le family planning? Et ça, c'est de la part de Amadi. Donc, Karen, ça, c'est pour vous. Et puis, et en succession, Halima, on a une question sur engager des groupes religieux. Vous aviez parlé d'engager de différentes structures communautaires. Donc, Martin veut savoir tout cela. Quelles sont votre suggestions pour engager ces groupes religieux dans cet agenda? Donc, Karen, si vous pouvez parler de la violence basée sur le genre et Halima, l'autre question sur la foi. Oui, oui, bien sûr. Merci de cette question. Bon, la violence basée sur le genre, c'est une énorme infraction aux droits de l'homme, aux droits humains, que ce soit lié ou non à la planification familiale. C'est un exemple où étendre ce que nous faisons, juste de notre point de vue étroit sur la planification familiale, mais travailler avec des groupes qui travaillent sur la violence basée, la violence sexo-spécifique. Donc, on a parlé des institutions sur les droits humains également, pour pouvoir donner aux femmes une gamme complète de protection dont elles ont besoin. Et je pense que c'est là également où nous devons faire attention à notre discours, nous devons être sensibles dans notre discours, ne pas simplement parler droit, droit, droit. Quelquefois, ça cadre ça enflamme les choses au lieu de les calmer. C'est très important dans le contexte de la violence sexo-spécifique. Mais je pense que également, s'il y a cette espèce de montée sur la violence, de violence sexo-spécifique avec Covid, ça met beaucoup de stress sur les gens. Et donc il y a vraiment le besoin, encore une fois, de travailler avec les communautés, la société civile, la redevabilité sociale pour que les gens sachent ce que sont leurs droits, qu'ils puissent travailler avec les gens qui s'occupent de leurs droits pour faire respecter leurs droits. Donc, on pourra avoir un webinaire complet sur la violence sexo-spécifique. C'était vraiment une excellente question. Merci, Karen. Alima, tu veux parler des groupes religieux? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il y a eu des projets, des initiatives qui ont travaillé avec les organisations religieuses, en particulier les dirigeants religieux. Et je voulais simplement on a fait du travail également en Tanzanie, mais il y a ce dont je connais, c'est PAI qui a facilité ça en Tanzanie. Et pu, les dirigeants religieux musulmans sont venus. Donc, il y a eu un décret qui met l'accent sur la planification familiale et ça a été déployé dans les différents groupes religieux sur l'ensemble du pays. Donc, ils ont donc en fait utilisé cela. Et en fait, encore mieux, ils ont utilisé cela pendant les séquences de, de conseil matrimonial. Donc, il y a des organisations, donc nous engageons les groupes religieux, les organisations religieuses pour s'assurer qu'ils comprennent, qu'ils fassent du travail d'historique sur qu'il s'agit de l'islam, de l'hindouisme, de la religion qu'ils ont dans leur pays, pour que en fait, quels sont les enseignements de leur religion, enseignements sur la planification familiale. On a réalisé que le christianisme et l'islam ne font pas la promotion de la planification familiale. Donc, euh, donc tout d'abord, c'est important de bien comprendre ce que sont les composants au sein des groupes religieux pour que ça peut être
des preuves sur le travail que vous faites avec les groupes religieux et donc maintenant, non, j'ai écouté Poonam et Karen sur la violence sexo-spécifique. Je pense qu'il est vraiment temps, quand on engage les dirigeants religieux, de parler de la violence sexo-spécifique qui a pour résultat de laisser par une femme d'une méthode, l'impact sur sa santé, sur le bébé et sur toute la famille. Et des histoires d'infractions sur les droits des femmes et toute cette violence, c'est caché de nombreuses façons. Et quand on parle aux dirigeants religieux, on leur donne l'autre côté de l'histoire pour qu'ils puissent faire du plaidoyer et en fait sur ce qu'ils ont sur leur ça, c'est quelque chose qu'on voit en Tanzanie. Donc, oui, effectivement, il y a des façons de faire. Ce sont des acteurs critiques, cruciaux, et qui ont une certaine influence politique, parce qu'ils peuvent, en fait, eh ben, discuter avec les décideurs. Et donc, si on travaille avec des organisations religieuses, les dirigeants religieux, c'est très important. Mais j'ajouterais qu'il est vraiment temps, si on pouvait vraiment partager des témoignages, partager les histoires réelles de femmes qui ont essayé d'espacer les naissances pour les bienfaits de leur famille, pour qu'elles puissent voir et comprendre les questions, pour qu'ils puissent voir et comprendre les questions, pour qu'ils puissent les traiter avec plus d'empathie. Voilà, je pense que c'est tout. Merci beaucoup, Alima. Donc, on avait une question de l'un de nos panélistes, pour l'un de nos panélistes, sur l'opposition. La question vient de Inato Ekiri. Et je pense que cette question, ça peut être voilà, quelconque une question des panélistes. On va commencer par Poonam. Est-ce qu'il y a des conseils sur la façon de, de calmer l'opposition à la planification familiale, en particulier dans le contexte d'une population qui n'est pas aussi éduquée sur ses droits? Comment est-ce qu'on peut gérer l'opposition dans le contexte de la planification familiale? Ce n'est pas une question facile. J'ai mis tout le monde j'ai coupé les micros de tout le monde. Je n'essaie pas de voir des économies riches ou même des économies émergentes. Je me regarde un pays, je pense aux pays pauvres. Et c'est là que probablement cette opposition a lieu. Donc, ça se serait passé peut-être dans certains pays en voie de développement, dans notre pays, plutôt si les femmes étaient éduquées. Nous connaissons le lien fort entre l'éducation et la possibilité des femmes à contrôler leur fertilité, etc. Donc, je pense que nous devons changer le discours, les arguments et le débat. Par exemple, en Inde, nous avons fait un rapport, c'est un rapport qui s'appelait le coût de l'inaction dans la planification familiale. On a parlé des coûts économiques, les coûts sociaux, les coûts pour la société, pour les familles. On fait les coûts également de, de ce que ça fait, enfin, ce que ça coûte pour élever un enfant dans une famille pauvre, une famille de classe moyenne. Et ces données ont vraiment bien résonné. Et on l'a fait parce que je dis pendant 40 ans, on avait beaucoup de mal à faire une différence, mais je pense que si nous sommes absolument engagés, sans compromis, à l'habilitation des femmes, les droits des femmes, et mettre le genre au centre, mais je pense que la planification familiale, nous devons changer le discours et faire intervenir beaucoup de gens et parler de la façon dont ça bénéficie à la famille. Nous devons parler des coûts. Je vous promets, j'ai vu dans les villages, j'ai vu que quand une femme meurt en donnant naissance à un enfant, l'homme dit: «Je vais me marier encore une fois», même s'il a des dettes. Tous les bébés ont été
ont été donnés aux grands-parents maternels et les dames décident qu'ils vont se marier à nouveau et qu'ils vont continuer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment engager les hommes. Et à moins que les hommes ne s'impliquent et voient ça comme une question familiale, mais je pense que nous devons avoir des études de cas positives. Nous devons avoir des études de cas de gens, des femmes qui se sont mariées plus tard, des femmes qui étaient éduquées. Quel est le résultat dans leur famille et quelle est la contribution qu'elles apportent au pays? Une femme qui est ministre, elle aura l'avantage des acteurs de cinéma. Donc, il faut faire retracer la vie des gens pour voir comment ça se passe. Je pourrais continuer, mais Dili, il faut m'arrêter peut-être. Merci, Pounam. J'adore cette question qui m'a été posée. Et je voudrais parler de plus de droits. C'est pas bien et pour avoir plus de questions, mais ça m'excite beaucoup, cette question de coût. Nous devons faire cela. Donc merci Pounam, merci pour cela. Mais je me demande si très, 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 très vite. Karen, Lima, si... Et ensuite, on va repasser à Beth pour le dernier segment de notre conversation aujourd'hui. Oui, donc je vais laisser la parole à Lima. Merci beaucoup. Oui, en fait, Karen, j'allais dire la même chose. Donc, je pense que c'est bon. On ne pourra pas avoir le dernier mot. Donc, non, non, pas de problème. Pour répondre à la question, c'est la dernière. Est-ce qu'on conclut maintenant? Oui, il est 9h25. C'était censé aller jusqu'à 9h30. Donc, je veux conclure cette discussion et vraiment donner la parole à Beth rapidement pour un dernier. Pounam a levé la main. Oui, je voulais juste faire une correction. C'est ce qui se passe quand vous parlez trop. J'ai dit qu'il y avait 20 millions de naissances supplémentaires en Inde. Il y aura 20 millions de naissances en Inde à cause de la loi. Je voulais faire la correction avant que quelqu'un m'écrase en Inde ou ailleurs. Et juste avant de donner la parole à Beth, je voulais remercier Beth de son leadership sur ce sujet parce que depuis qu'elle est venue à AFP 2020, elle a vraiment s'est assurée que les droits restent au centre du partenariat. Et je pense que on peut lui donner tout le crédit pour maintenir cet ordre du jour et le faire progresser. Donc, Beth, merci beaucoup. Karen, en particulier le gouvernement. Il y a très peu de gens qui peuvent travailler avec les gouvernements de la façon dont Beth le fait. Et je pense que ça a à voir à ses antécédents, dans son travail en diplomatie, son sourire et son engagement absolu à l'approche basée sur les droits. C'est pour ça que nous l'adorons. Nous adorons tous Beth. Merci beaucoup. Donc, mais Beth, je ne sais pas comment vous allez répondre à cela, mais vas-y. Merci à nos trois panélistes. Cette conversation a été formidable. Ça a été tout à fait stimulant. Nous avons couvert beaucoup de choses, redevabilité sociale, les connaissances en termes de planification familiale, etc. Donc, je pense que nous avons beaucoup d'idées pour faire progresser cet agenda, cet ordre du jour. Et je pense que nous voyons que nous avons tous un rôle à jouer là-dedans. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour cette conversation. Merci aux membres du public qui ont posé des questions. Et je vais donner la parole à Beth pour, pour donner quelques réflexions et également peut-être pour donner un aperçu de ce que pourrait être le rôle du partenariat dans l'avenir. Merci, merci à tous de vos mots aussi gentils. Vous êtes tous mes mentors. En tant que diplomate, j'ai travaillé sur toute une gamme de questions, mais c'est vous tous qui m'avez enseigné ce que signifient les droits et leur importance centrale. Et en travaillant sur le discours aux Nations Unies pour ces normes, nous avons tous des attributs uniques que nous pouvons apporter. Et la taille physique, si ça peut jouer, si ça peut être un facteur, nous allons l'utiliser. Mais nous avons tous nos propres aptitudes et des perspectives uniques. Et je pense que c'est ça qui rend cette conversation si importante. Parce que comme vous l'avez mentionné plus tôt,
Bah, Halima, vous avez parlé de solutions locales à des problèmes locaux. Poonam, vous avez parlé du besoin de s'assurer que nous avons des moyens sensibles au niveau culturel d'aborder ces questions. On a parlé des questions de foi, de travailler avec les hommes et les garçons. Rien n'est plus personnel que le sexe. Et les gens ça leur apporte beaucoup leurs enfants. Et donc essayer de regrouper tout cela pour créer un espace où les gens peuvent décider des choses par eux-mêmes. Et ils ont des libertés que nombre d'entre nous, pour nous, c'est quelque chose d'acquis, mais ce sont des lignes de discussion qui sont c'est très profond, très personnel. Donc, moi, cela m'inspire beaucoup. J'apprends beaucoup de choses de vous chaque jour. Et ça, pour moi, c'était la valeur de ce partenariat. Ça a créé un espace pour nous tous de discuter, de partager les défis globaux auxquels nous sommes confrontés quand on, quand on parle des esprits de toutes les personnes autour du monde. C'était un honneur de travailler avec vous, de continuer à faire ce travail. Je suis ravi de travailler avec Dili maintenant et pour qu'elle mène nos efforts au secrétariat alors que nous abordons cette décennie. Donc, merci. Je vais partager une diapo qui parle un peu de ce que nous faisons avec les droits pour aller de l'avant. Comme vous le savez tous, nous avons prévu il y aurait un CAP en 2021 et c'est formidable qu'il y ait un moment pour marquer cette date, mais SIAPI a été déplacé jusqu'en novembre, mais étant donné les défis et tant économiques et tout ce que nous avons entendu sur la fourniture de services et la société, les gouvernements des pays nous ont demandé de retarder le processus d'engagement pour l'itération suivante du partenariat jusqu'à plus tard cette année, l'année prochaine, pour qu'ils puissent vraiment voir ce qui se passe dans les pays et pour faire un engagement dans le contexte d'une meilleure compréhension de ce qui se passe avec l'impact de la pandémie. Donc on va faire ça et Dili, elle est en train de nous aider à travailler sur cela. Donc on va finir, FP, 2020 en janvier de 2021 et on donnera notre rapport annuel en ce moment et donc on prendra un moment pour vraiment, célébrer tout ce qu'on a pu faire ensemble, les dernières 10 années et utiliser ça, cette fondation, pour la prochaine partie de ce partenariat. Donc on demande à tous les partenaires des autres pays de se commettre euh, pour le 2021. Mais il faut le faire premièrement de manière nationale. La société civile devrait vraiment être sur la table quand les gouvernements créent leurs responsabilités. Et donc, il faut avoir des buts et des processus le cadre de toutes ces lois. Et on espère qu'on pourra construire tout cela pour renforcer les droits et créer un meilleur accès aux contraceptifs d'autres qualités. Donc, on demande à ces partenaires des autres pays d'être des leaders dans leur pays, premièrement. Et donc, pour la première génération, la prochaine génération de ce partenariat, j'espère que cet appel, que le partenariat sera plus nuancé et qu'il soit plus proche au pays. Notre ambition est d'avoir les 4 régions dans le monde, dans l'Afrique Est et Ouest, centrale et dans l'Asie. Et je sais que c'est pas suffisant, mais il faut bien sûr qu'on ait des ambitions logiques. Et bien sûr aussi, on veut un hub dans l'Amérique latine parce que ce continent n'a pas vraiment fait partie du programme FP 2020, mais il y a un besoin là-bas qu'il fasse partie de ce mouvement global. Donc, on est vraiment content de faire cela. Donc, je crois qu'on doit créer ces hubs pour qu'on ait un network ou un réseau de support et d'appui. Donc, aux États-Unis, on va continuer à travailler sur la base des données, les communications et les problèmes des structures de gouvernement qu'on va sortir l'année prochaine. Donc, on travaille cette année pour finaliser ces détails et avoir ces hubs prochainement, l'année prochaine. Donc vraiment, on veut que vous soyez engagés dans ces programmes aussi et il y aura une série de ces conversations comme aujourd'hui, l'année prochaine pour parler de ces problèmes qui pourraient sortir.
dans le partenariat prochain. Et je suis vraiment contente qu'on a déjà commencé à parler de ça aujourd'hui, en parlant des droits de la femme. Donc, on veut vraiment que vous nous aidiez à obtenir ces droits l'année prochaine. Et on va bien sûr lancer une structure gouvernementale nouvelle. Et on espère que ça va créer plus d'opportunités pour la société civile et des plaidoyeurs et des activistes, Salima, pour être à la table de ceux qui prennent des décisions et pour créer ces partenariats euh, dans le futur. Et bien sûr, on va assurer aussi que les jeunes ont une chaise dans chaque table pour FP 2030 pour le partenariat. On n'est pas encore sûr que ce sera le nom 2030, mais on va annoncer cela en janvier. Donc, pour le moment, on va utiliser ça parce qu'on comprend et on apprécie tout cela. Ça a vraiment à voir avec le futur pour les jeunes et ce serait eux qui devraient être en train de pousser cet ordre de jour. Donc, il faut qu'on facilite tout cela pour que ça arrive et qu'on appuie un, un monde qui va les aider. Donc, je veux tout simplement remercier tout le monde pour votre partenariat toutes ces années et ces derniers mois de FP 2020 et je suis vraiment contente de vous voir encore une fois en janvier. Je vais partager le rapport avec vous et on commencera ce travail en ce moment. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre partenariat. Merci à toutes ces femmes incroyables dans cette conversation aujourd'hui. J'ai vu tous les participants et j'ai vu qu'il y a aussi des hommes et je crois que c'est vraiment très important pour gérer tous ces pays dans des générations futures. Il y a tellement de personnes que je voudrais remercier. Encore une fois, merci beaucoup pour votre éducation et partenariat. Merci de décider que cette plateforme est tellement essentielle et j'espère qu'on va continuer à travailler avec vous dans le futur. Donc, tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, vos familles sont en bonne santé. Et s'il vous plaît, partagez avec nous comment est-ce qu'on peut vous appuyer encore plus. Donc, je veux juste vous donner une dernière note qu'on pense à vous et aux partenaires en Inde, dans l'Inde et on espère qu'il y aura un espace pour la société civile et qu'ils reçoivent de l'appui. C'est tellement critique et important. Je veux juste vous remercier pour votre courage et votre leadership. Merci beaucoup à tout le monde et on se verra bientôt. Au revoir.